Rodolphe Fink, je représente un promoteur, pour le coup. On va commencer par le début, votre première intervention à propos du foncier. Vous avez fait une remarque très juste que les entreprises recherchaient principalement des locaux existants. Et une remarque qui allait aussi dans ce sens, c'est que vous indiquiez que c'était sans doute pour aller plus vite. Donc, c'est pour le coup des choses qui ne m'étonnent pas, qu'on connaît tous les jours en tant que promoteur. Deux remarques, je ne sais pas si c'est des questions, en tout cas des remarques. Je parle pour l'Île-de-France, là pour le coup, même si je suis un ancien Valentinois, je suis trop en Île-de-France pour parler de Valence. Donc, la recherche du bâti, c'est parce qu'il y a un manque de foncier évident en Île-de-France, il me semble. Et concernant pour aller plus vite, est-ce que ça voudrait dire que nos entreprises aujourd'hui ne sont pas capables de se projeter à 3, 4 ou 5 ans pour évaluer leur progression future en termes de bâtiments? Et donc, vous sembliez dire qu'elles répondaient à une commande particulière. Donc, ils suivent le marché plutôt que de le précéder, on dirait. Vous voulez répondre? Vous voulez faire un retour? Pas obligé, hein, mais... Non, mais effectivement, le fait que certaines entreprises disent qu'elles ont un marché et donc elles ont besoin d'y répondre assez rapidement, ça c'est un fait. Après, le fait qu'elles n'arrivent pas à anticiper, honnêtement, on n'a pas forcément de retour sur cette question-là. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, on a vraiment eu des retours sur clairement, nous on a besoin de produire plus dans un an maximum parce qu'on a une commande qu'on doit honorer. Et là, du coup, on a besoin de trouver très rapidement une solution. Donc du coup, c'est vrai que les délais de construction tels qu'on les entend sont complètement incompatibles avec ce type de besoin, par exemple. Qui d'autre? J'arrive après. Oui, bonjour, Véronique Gricot, je représente le collectif Startup Industrielle France. Alors, pour rebondir effectivement sur la temporalité des entreprises et leurs projections, le foncier n'est pas un élément prioritaire pour les entreprises, mais ça fait partie d'un ensemble de questions, ce que j'appellerais moi l'écosystème, c'est-à-dire il y a la main-d'œuvre, il y a effectivement le réseau des clients, des fournisseurs, des accompagnements disponibles par la collectivité. Donc le choix du foncier et le prix, surtout le prix, n'est pas forcément le critère prioritaire. Ça me semble important. En tout cas, pour les startups, ça c'est clair. Voilà. Quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans ce que vous avez dit, c'est le critère un peu coercitif des collectivités. Donc là, je renverrai la balle à mon voisin de devant, là. Je ne sais pas s'il voudra réagir. Le critère un peu coercitif des collectivités qui impose les promoteurs. Il ne veut pas répondre. Ensuite, cette notion de temporalité, effectivement, c'est-à-dire que on sent bien qu'il y a entre les collectivités, leur mode de fonctionnement, leurs contraintes, hein, surtout leurs contraintes, il n'y a pas que le délai de construction, il y a toutes les démarches administratives, les contraintes réglementaires, etc. Et ça, les entreprises, sauf les grosses entreprises, elles n'ont pas ça en tête. Et là, il y a vraiment une acculturation à faire. Et quand on parle des startups, encore plus, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ces différences de temporalité et de mode de fonctionnement. Merci. Alors, une question là-bas et ensuite je viens vers vous. Bonjour. Je me présente, Munok Beyevasieux de l'EPT Grand Or Lycée de Bièvre. Donc, tout d'abord, merci pour la présentation de vos résultats. Moi, j'allais rebondir sur l'étonnement. C'est vrai que là, je regarde par rapport à nous, nos territoires, comment ils fonctionnent. Et c'est vrai que le sujet du prix du foncier, et même si en effet on a peu d'entreprises qui recherchent du foncier à bâtir parce que du fait des caractéristiques de nos territoires, mais le sujet quand même du prix du loyer ou du prix du foncier quand elles sont en recherche de locaux à acheter est quand même pour elles essentiel.
Ce qui fait qu'elles ont du mal, nous, à l'échelle de notre territoire, à trouver du foncier. Pour celles qui sont impactées par les différentes opérations d'aménagement et qui aimeraient rester à proximité immédiate, mais qui, bien évidemment, n'ont pas les moyens de trouver des locaux, parce que ce qu'elles payent actuellement ou est-ce qu'elles ont payé pour l'acquisition de leur local n'est plus le prix d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça devient une composante vraiment majeure. Même si en effet le sujet de l'écosystème dont vous parliez, industriel, territorial, est en effet un élément clé, ce qui fait qu'elles peuvent se permettre en effet de dire je paye un peu plus cher parce que j'ai tout cet écosystème à proximité, j'ai des pôles de transport qui constituent vraiment un attrait pour leurs salariés. Donc en effet, dans cette dynamique, elles ont peut-être une enveloppe un peu plus importante, mais ça n'empêche que le sujet du foncier est souvent, du coût du foncier est souvent un critère numéro 1. En tout cas, nous, sur notre territoire, c'est quand même un élément important. Et sur le point, tout à l'heure, vous évoquiez beaucoup sur les négociations. Il y a peut-être un acteur qui n'intervient pas. On en discutait avec ma collègue, c'est les aménageurs qui aussi interviennent dans l'équation et qui font que cette charge foncière est surenchérie quand ce n'est pas un contact direct propriétaire-entreprise. Voilà. Non, mais on entend bien, mais nous, on a essayé de décaler, d'écouter les entreprises dans le cadre d'entretiens qui n'étaient pas axés sur la charge foncière, déjà. Je crois qu'il est important aussi de décaler le regard. C'est-à-dire que si on part sur la question du prix, ils vont nous dire que les prix, effectivement, c'est un critère, etc. C'est évident, dans le cadre d'une négociation, ils vont être regardants. Et si on se focalise là-dessus, et nous, si mes collègues sont d'accord, on est parti sur la charge foncière, très vite, on a compris que c'était pas quand les entreprises nous parlent, on leur parle de la charge foncière, on demande si ça coûte cher, il n'y en a aucune qui nous a dit c'est un élément bloquant. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ça ne les bloque pas, mais ça veut dire qu'ils ont des telles priorités ou des telles perspectives de développement ou de recrutement de salariés que ça, quand on les a rencontrés, donc il faut qu'on replace ça dans le contexte dans lequel on a travaillé, on n'a pas pu aller les chercher plus que ça sur la question du prix. Et donc, eux, ils ne nous répondent pas prix, ils nous répondent capacité de production. Moi, je n'ai pas pu embaucher parce qu'effectivement, je n'ai pas pu m'étendre, mais ça ne fait rien, j'ai fait autrement. Donc, c'est juste, si mes collègues veulent rajouter autre chose, c'est le contexte, c'est la méthodologie, c'est la question de replacer ça dans un élément important. Ils nous ont parlé que des salariés, les entreprises. Ils ont insisté, ils ont dit oui, non, mais nous notre problème aujourd'hui, c'est le recrutement des salariés. Et donc, chaque fois qu'on les ramenait là-dessus, ils nous disent le foncier, on va se débrouiller. Et beaucoup nous ont dit on est prêt à payer plus cher pour pouvoir s'étendre. C'est qu'un élément de leur Juste une petite remarque. En fait, ce que vous dites n'est pas du tout exclusif contradictoire de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que nous, on a remarqué qu'effectivement, des entreprises qui arrivaient à se projeter dans un futur avec des progressions de chiffre d'affaires arrivaient effectivement plus facilement à accepter de payer plus cher. Il n'empêche qu'il y a sûrement aussi un volant assez important d'entreprises qui n'ont peut-être pas autant de perspectives, pour qui l'idée de payer plus cher et voire bien plus cher leur foncier parce qu'ils ont été expulsés et ils étaient propriétaires et maintenant ils doivent louer à des prix de marché qui ne sont plus compatibles avec ce qu'ils payaient avant. Effectivement, j'imagine que pour celle-là, on n'a pas eu de retour formel, en fait, c'est ça, mais j'imagine bien qu'en effet, il y a un volant important d'entreprise pour lequel ça reste quand même quelque chose d'assez important. On est bien d'accord. Juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le rôle de l'aménageur et le fait que ça a des effets en effet sur le prix en fait du foncier. Oui, tout à fait d'accord. Mais je dirais presque. Alors après, il faudrait voir en effet la différence avec le promoteur. Mais à chaque fois qu'il y a en fait un acteur intermédiaire, quel que soit, l'acteur se prend une marge, il y a des coûts, etc. Et ça a en effet des effets de surenchérissement sur les prix. La difficulté que l'on a rencontrée, mais je pense que comme tout chercheur, qui cherche à savoir exactement comment tout ça est véritablement décidé, etc., c'est qu'en fait, on n'arrive pas à savoir sur la question des prix
On a le prix final. On peut avoir des prix au départ, les propriétaires qui disent voilà, on vend à tel prix, ou la collectivité qui vend à tel prix. On peut avoir des entreprises qui nous disent voilà à combien on a acheté, mais finalement, entre les deux, on ne sait pas exactement, et notamment dans le cadre des acteurs intermédiaires, on ne sait pas exactement, ils ne nous ont pas dit combien ils prenaient, quoi, au passage, en fait. Voilà. Donc, il y a des points qui restent aveugles, enfin, voilà, sur la question de ces prix. J'interviens rapidement. Non, c'est juste pour dire qu'on a quand même des intermédiaires, et notamment c'était les investisseurs qui nous parlaient de taux de rendement attendus. Et là aussi, on avait une idée aussi de comment justement le processus de financiarisation se mettait en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils attendaient des taux de rendement, forcément, ça évinçait certains types d'activités qui n'étaient plus en capacité de fournir ce rendement. Et on a aussi eu des éléments qui indiquaient qu'au moins temporairement, c'était le moment du foncier et de l'immobilier productif, parce que les rendements dans le bureau avaient fortement baissé, et donc forcément il y avait des capitaux qui cherchaient à se placer et qui étaient prêts du coup à investir, qui cherchaient à se placer, du coup à investir dans l'immobilier et le foncier productif. Donc, alors est-ce que c'est durable à voir dans le futur? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a bien été indiqué dans le moment présent. Je ferai très vite. Ok, je ferai très vite parce que je crois qu'il y a d'autres questions. Donc Thomas Tissia du cabinet Encoris. Je voulais revenir sur l'aspect anticipation des entreprises. En fait, nous, dans notre métier, on détecte des projets d'implantation. Donc on a les entreprises au moment où elles ont un projet d'implantation et qu'elles nous l'expriment. Ce qu'on voit, c'est qu'elles anticipent très très bien en fait l'aspect business de leur développement. En revanche, un projet d'implantation, c'est souvent rare dans la vie d'une entreprise. C'est pas leur métier. Souvent, les PME ou les ETI n'ont pas de direction immobilière ou foncière, donc elles découvrent souvent ces aspects-là au moment où le projet va émerger. Et ce qui peut faire ce décalage, je pense, sur leur capacité d'anticipation. Exactement. Bonjour, Xavier Riondo de la Chambre des métiers Île-de-France. Je pense que pour faire avancer ces débats, il faudrait aussi parler des modes de production du foncier. Pardon. Qui conditionnent bien évidemment les prix des sorties du foncier, parce que là, en Île-de-France, par exemple, on est beaucoup en train de construire la ville sur la ville. Alors quand on construit la ville sur la ville, effectivement, on rachète du foncier, on démolit, on reloge les habitants. Enfin, y a tout un sort de processus à mener qu'on ne pourrait pas faire sans les aménageurs, par exemple. Je veux dire, il y a tout un processus de production qui a un impact aussi sur les fonciers qu'on retrouve à la fin. C'est pour ça que les entreprises vous disent on nous impose un promoteur, parce qu'en fait, effectivement, la SEM vend des droits à construire à des promoteurs. Il y a tout un processus de production de l'immobilier éventuellement qu'il faudrait peut-être questionner dans certains cas, effectivement. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir à des utilisateurs finaux, par exemple des entreprises, le fait de pouvoir acheter directement du foncier? C'est une question qu'on peut se poser. Par exemple, à l'île de Nantes, je pense qu'ils sont en train de se questionner sur ce genre d'aspects pour les nouveaux quartiers de la République. Voilà, c'est simplement une évocation, parce qu'ici, aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de ça, mais je pense que ça a une influence déterminante ensuite sur les types d'acteurs qu'on va retrouver en intermédiaire, les prix du foncier, les types de projets urbains qu'on va trouver aussi, parce que quand vous êtes dans une SEM, il y a un architecte qui intervient, il y a déjà un projet déterminé, défini, tout ce qui s'insère dans ce projet, il faut qu'il réponde à ces projets, donc il y a quand même beaucoup de contraintes aussi. J'ai un dernier échange ici, et ensuite on va en pause. On va même poursuivre dans la pause. Oui, merci beaucoup. Ça marche ou pas? Ça marche, vous parlez. Merci beaucoup pour ces présentations. Moi, c'est plutôt des questionnements. En fait, vous n'avez pas parlé, en tout cas, ça n'a pas été mentionné, peut-être plus tard. Est-ce que vos interlocuteurs vous ont parlé de solutions de partage foncier et ou immobilier, que ce soit à la fois auprès des entreprises ou des collectivités, voilà, face à cette spéculation, hein, donc il y a plein de promoteurs qui créent leur propre foncière. On achète du foncier, d'ailleurs, maintenant il n'y a plus de mauvais foncier, même les friches vont être prises d'assaut. Donc il y avait ces questions de solutions de portage immobilier et foncier. Et deuxième question, mais ça renvoie à
plutôt à vos questionnements en Coris. Est-ce que les boîtes, en fait, autant les grandes entreprises peuvent être outillées avec un service juridique, économique, financier, capable de lever les différentes contraintes que vous avez mentionnées, environnementales, etc. J'ai souvenir d'une discussion, peut-être avec Nicolas Gilliot, ou d'une étude que j'ai dû lire, où vous avez des boîtes qui sont en train de débaucher plutôt des juristes ou des urbanistes dans les villes, plutôt le fait de grandes boîtes, pour pouvoir dialoguer dans le même langage qu'avec les services des collectivités. Donc cette intermédiation, en fait, elle va peut-être plus être externalisée, mais je pense que les grandes boîtes vont plutôt recruter de nouveaux chargés de mission ou des dialogueurs, je ne sais pas, qui sont capables de parler avec l'ADREAL, des études faune, flore, etc., de parler avec les entreprises, parler avec les habitants aussi, à la question de l'acceptabilité. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est un sujet fort. Et puis une dernière question. Il y a le sujet francilien. Vous notez qu'il c'est des demandes. Alors c'est du fait de votre enquête, j'imagine, mais des demandes de petites surfaces en Île-de-France. C'est ça, plutôt de mémoire. En fait, la pénurie, elle est plutôt dans les eaux de 2 hectares. C'est ça? Pardon. Oui, enfin, dans le travail qu'on a mené à partir des données en Coris, on ne connaît pas la pénurie. Mais par ailleurs, on sait que voilà, il y a une difficulté, on va dire, pour l'instant, à trouver des terrains qui fassent au moins 2 hectares d'un seul tenant. D'accord. Parce qu'en fait, l'étude qu'on avait menée justement avec le CEREMA et Interco de France, qui est derrière, représenté par Lucas, l'étude, elle a révélé le fait que la pénurie se situe à partir, en gros, la grosse pénurie, à partir des 10 hectares. En France, globalement, on est en capacité de fournir du foncier de 10 hectares, même si effectivement des territoires, il n'y a plus de foncier. Mais grosso modo. Mais du coup, c'est assez intéressant, le cas francilien, de constater que on arrive plutôt à partir de 2. Alors, moi, le cas que je mentionne, c'est pour la Seine-et-Marne en plus. Ah, donc c'est un cas particulier. Ceci dit, c'est un cas particulier, voilà, mais c'est un grand territoire. Ouais. C'est le territoire dont on imagine qui, a priori, aurait la plus grande réserve foncière en Île-de-France. Donc, ça interroge quand même beaucoup. Je pense que plutôt en Val d'Oise, on a de la réserve foncière. Mais... Bon, sur les quelques interventions, alors sur le rôle des aménageurs, ils étaient quand même présents dans nos entretiens. Ça n'a peut-être pas été explicité, mais Paulette a abordé les nombreux intermédiaires qui interviennent dans la chaîne de production du foncier économique, et dans les négociations, les aménageurs en font partie, bien sûr. Cela dit, les aménageurs, je dirais qu'ils n'ont pas la totalité du marché, loin s'en faut, du foncier économique entre leurs mains. Et ils interviennent sur certains terrains très particuliers. Ils interviennent dans les Hauts-de-Seine, très d'accord. Ils interviennent aussi sur Reste Ensemble. Mais au regard de ce que représente le marché des locaux et des terrains, je dirais que ça reste assez marginal. Ils viennent sur des opérations de grande envergure où ils vont devoir remembrer des fonciers, réaménager des secteurs et devoir effectivement faire intervenir toute une série d'acteurs par la suite qui vont se rémunérer aussi au passage. Mais pour nous, ils n'apparaissent pas comme un acteur incontournable sur ces marchés-là aujourd'hui. Et puis sur la question du portage, alors bon, on en parlera quand même dans la table ronde suivante, mais je pense que c'est aujourd'hui plutôt une question. En fait, aujourd'hui, on peut partager cette question qui est peut-être est-ce qu'il ne manque pas un acteur qui serait en charge de porter du foncier, de le remembrer ou de le démembrer, de dissocier la propriété du bâti par rapport au terrain, donc d'alléger en fait les coûts d'investissement dans l'immobilier, tout en laissant la collectivité comme étant, je dirais, le régulateur sur des terrains qui seraient considérés comme stratégiques. Mais là encore, ça sera une partie du marché, pas la totalité de ce que représentent les locaux et les terrains, que ce soit en Île-de-France ou même dans la Drôme.
peux rajouter, c'est on est en train de retomber dans la même. Il y a différentes approches. Nous, en tant que chercheurs, je me dissocie un petit peu de certaines choses qui se disent ici, parce que je crois qu'on est en train de glisser vers comment fabriquer de l'offre. Nous, on a travaillé comment la demande est exprimée. Et je crois que c'est peut-être l'ambition un peu de notre recherche, c'est d'accord, on a des outils, il y a un volontarisme politique, il y a des façons de faire, etc. Les entreprises, elles nous disent quoi? Elles reçoivent comment cette offre? Comment formule-t-elle cette demande? Et vous avez fait remarquer à juste titre, c'est qu'on a rencontré une entreprise qui nous a expliqué que, effectivement, je ne sais pas, vous vous souvenez, qui nous a expliqué non, mais nous maintenant on arrête, on prend une juriste, on prend une urbaniste, et elle va faire le job à notre place. C'est pas notre travail, et on va enfin pouvoir faire sortir quelque chose, avoir des interlocuteurs où on va comprendre pourquoi ça met tant de temps à sortir un permis de construire, sans attaquer la collectivité. Mais il y a pas de, c'est pas frontal. Voilà. Moi, ce que je veux rajouter, c'est entendre les entreprises. Si on leur fait de l'offre qui ne correspond pas à ce dont ils ont besoin. Alors, moi, je dis pas qu'il faut travailler. C'est vrai que je suis pas les mains dans le cambouis, mais il faut l'entendre cette demande. Il faut comprendre que si elle correspond pas, l'offre ne correspond pas à la demande, ça ne fonctionnera certainement pas. Voilà, c'est un avis. Et ça ne veut pas dire que les collectivités font mal, ça veut dire que peut-être que les entreprises pourraient devenir un acteur de la construction de cette offre, plutôt qu'être un récepteur in fine de cette offre. Alors après, on peut essayer de trouver les moyens d'y arriver, peut-être essayer de travailler ensemble, parce que de dire yaka, c'est facile aussi, mais c'est faire entendre autre chose que ce qu'on peut offrir et comment l'offrir. Voilà, en tout cas, moi, c'était ce qui m'a motivé de travailler avec mes collègues. On est un peu peut-être divergents sur cette